Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use, avec tout le monde et comme on est ravi, d'en donner à droite et à gauche partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande et l'on court au devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Dona Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? Oh là là, j'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Don Juan, je n'ai pas grande peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Dona Elvire. Je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point enseigné, il ne m'a point renseigné. Mais, par précaution, je t'apprends internos, entre nous, between us, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais produit. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau des piqûres, un vrai sardanapale. Et si, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse? Ah, je crois qu'il aurait plus fait pour sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusque au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. Ah, séparons-nous. Écoute au moins, je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon Gusman de Dona Elvire. Ah, c'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il en ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas, et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Eh mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt, et je connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Et monsieur... Quoi, parle?
Ah, assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage que nous a... Et l'avantage d'être rencontré à la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, et l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable, et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous des cœurs. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables, et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de la faire revenir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens à cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire, je ne sais que dire, car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison. Et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. Ah, j'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire. Une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Tu feras bien. Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment et quelle vie est-ce que je mène? Ah, fort bonne, fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois, vous marier comme vous faites? Y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré et... Va, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Oh là, maître Sot, vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrances. Ah, je ne parle pas aussi à vous, Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits impertinents dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi, qui font les esprits forts parce qu'ils croient que cela leur sied bien. Et si
j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face, « Osez-vous bien ainsi, vous jouer du ciel, et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes. C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. » Je parle au maître que j'ai dit, hein. C'est bien à vous à vouloir vous mêler et de tourner en raillerie ce que tous les hommes révèrent. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans couleur de feu, pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort et que... Paix! De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur, et qu'entraîné par ses appas, je l'ai suivie jusque dans cette ville. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Et pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Ah, fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parents et des amis et... Ah, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui-même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles et j'ai recours au dernier remède. Sans en avoir rien dit, toute chose. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. Ah, monsieur! Hein? C'est fort bien fait à vous, et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi, et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Ah, rencontre fâcheuse! Traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas, et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise, pourtant, d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez, il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, parle donc à madame.
Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le fait ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre, vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis-je? Ah. Madame. Quoi? Monsieur. Si. Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité? Ah, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me dites-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me jurez-vous que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Madame, je vous avoue que je n'ai point le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir, non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin je devais tâcher de vous épouser, et qu'enfin je devais tâcher de vous épouser. Voudriez-vous, madame, me dire non, et porter par la même le ciel à se venger? Ah, scélérat, c'est maintenant que je te connais tout entier, et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures, non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines, et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Don Elvire sort, et Sganarelle persiste dans sa prière son souhait. Ah, si le remords le pouvait prendre! Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Ah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir! Là, Don Juan et Sganarelle embarquent. Mais lorsque Sganarelle fait la courte échelle à Don Juan pour qu'il monte au balcon de sa dame, un violent coup de vent le déséquilibre et l'embarcation se retourne. Don Juan déclame. Nous avons manqué notre coup, Sganarelle, et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur, et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit
tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe, et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la bonté qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours criminels. Oh, paix, coquin que vous êtes. Vous ne savez ce que vous dites et monsieur sait ce qu'il fait. Allons. Bon, alors là, je change d'habit, hein. Je mets une blouse blanche, voilà, une blouse blanche. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai raison, et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n'était point du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire, cet habit. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage où je l'ai pris, et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi? Mais point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure, et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs, du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Oh, vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. Tous les remèdes ne faisaient rien et on ne savait plus que lui ordonner. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment, monsieur? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Eh, tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui. Ne croyez-vous point l'autre vie? Ah, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? Eh, la peste soit du fa. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, et que 4 et 4 sont 8, Sganarelle. Ah, la belle croyance et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique.
Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres, et je comprends fort bien que ce ciel, que cet homme que nous voyons là, n'est pas... que ce monde que nous voyons là ne s'est pas fait et que nous voyons là ne s'est pas fait en... Voilà donc, vous, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul et n'a-t-il pas fallu que le ciel, votre père ait engendré votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Oh, dame! Interrompez-moi donc, si vous voulez. Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner Bon, voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Oh, morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damné. Noir. On entend des bruits de combat, des coups de poing. Lumière. Oh là, hé, Sganarelle. Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Ah, pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que cette blouse est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. La peste soit l'insolent. Couvre-moi ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi? Non. C'est un frère d'Elvire. Il en a bien usé. Il est assez honnête homme. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Don Elvire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour, je te l'ai déjà dit. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elles le pourront. Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison, je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que de la statue du commandeur, et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Et pourquoi non? Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité, et qu'il doit recevoir de bonne grâce, s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Ah, que cela est beau! Les belles statues, le beau marbre, les beaux piliers. Ah, que cela est beau! Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'on ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé, durant sa vie, d'une assez simple demeure, en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je pense qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort, et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi.
C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Oh, ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Oh là là, quelle bizarrerie. Seigneur commandeur, je ris de ma sottise, hein. Mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître Don Juan vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Ah, Qu'est-ce qu'as-tu? Dis donc, veux-tu parler? la statue. Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue. La peste, le coquin, je t'assomme si tu me parles. La statue m'a fait signe. La peste, le coquin. Elle m'a fait signe, vous dis-je. Allez vous en lui parler vous-même pour voir, peut-être... Allez, viens, Marot, viens. Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Eh bien, monsieur, vous voyez, elle a bougé. Allons, sortons d'ici. Et voilà Allons, sortons d'ici. Et voilà mes hommes forts qui ne veulent rien croire. Quoi qu'il en soit, laissons cela. C'est une bagatelle et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Eh, monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'est rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous... Écoute, si tu m'importunes encore de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire retenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Ah, fort bien, monsieur, le mieux du monde. Vous expliquez clairement. C'est ce qu'il y a de bon en vous, que vous n'allez point chercher de détour. Vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Monsieur, voici monsieur votre père. Ah, me voilà bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Oui, je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous faisons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs, non pareilles, je les demande.